Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise en sécurité au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Médine, l'émission consacrée aux grands acteurs du développement du Mali. Dans cette émission, nous allons évoquer plusieurs sujets. Mais déjà, permettez-moi de vous introduire l'espace qui nous accueille. Nous sommes au Palais de la Culture, qui accueille une belle exposition dans le cadre de la Biennale de la photo, qu'on appelle tout simplement les rencontres de Bamako. Ces photos veulent présenter, je pense, le meilleur du monde. Dans cette émission, nous présenterons le meilleur de l'artisanat du Mali. Bienvenue dans votre émission Médine. Dans cette émission Médine, nous accueillons deux grandes dames qui travaillent au quotidien à valoriser le Mali dans l'artisanat, dans la création stylistique et aussi dans la culture. Je vous prie d'accueillir avec moi Maria Bokoum et Dia Sako. Et sans aucune forme de transition, je vais leur demander de se présenter. Je sais que ce n'est pas évident très souvent de dire qui nous sommes, mais Maria, qui êtes-vous? Bonjour à tous, merci de m'inviter. Je suis Maria Bokoum, créatrice d'origine malienne et spécialisée dans tout ce qui est textile du Mali et autres matériaux du Mali. Vous aurez compris, nous avons un lien parce que celle qui va se présenter tout de suite, qui est Dia Sako, est aussi spécialiste dans un domaine qui n'est pas très loin de ce que fait Maria. Alors, je suis Dia Sako, donc fondatrice, pas créatrice, fondatrice de Mali Culture Média Conseil, qui est en soi une agence de conseil et d'ingénierie culturelle, donc basée sur tout ce qui est valorisation, promotion de la culture malienne. L'ingénierie culturelle, est-ce que c'est un service qu'on retrouve très souvent au Mali? Il n'y a pas beaucoup de spécialisation dans l'ingénierie culturelle. Mais il faut comprendre, dans l'ingénierie culturelle, tout projet conçu et qui est rédigé, maîtrisé du bout au bout, c'est de l'ingénierie. On peut faire de l'ingénierie culturelle sans le savoir, mais il faut maîtriser son projet, il faut maîtriser le produit pour pouvoir proposer quelque chose d'attrayant aux consommateurs, parce que le consommateur de la culture est bien sûr un consommateur. Est-ce que c'est un consommateur exigeant, le consommateur de la culture? Parce que s'il ne l'est pas, on va dire qu'on n'a pas besoin véritablement d'avoir une ingénierie en tant que telle. On peut lui servir tout ce qu'on veut et il va peut-être consommer. Moi, je pense que le consommateur est exigeant et pas. Il y a plusieurs publics. Donc après, il faut maîtriser le public cible. C'est comme un mode et stylisme aussi, où il faut définir son public et adapter l'offre en fonction du public. Mais la culture en soi, au Mali, n'est pas un produit de consommation en soi, parce que c'est endogène, donc nous l'avons en nous. Nous ne voyons pas forcément la nécessité de valoriser ce que nous avons en nous. Voilà, cette culture. Absolument. Ça va nous ramener, ça nous tient une perche en même temps autour de Maria, parce que le public malien, on a parlé de culture. Je sais qu'au niveau de l'artisanat, vous vous battez depuis quelque temps à valoriser le textile malien, à commencer à mettre en valeur davantage le coton malien. La question est la même. Est-ce que le public répond à votre envie de valorisation de ce textile-là? Alors, je dirais oui, parce qu'il y a une nette évolution depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Les jeunes y croient beaucoup. Et surtout, les jeunes ont pris conscience de l'importance de consommer ce qui se fait chez nous. Absolument. Parce que moi, toutes ces personnes avec qui j'ai parlé trouvent le fait de consommer le Made in Mali important, parce qu'ils se disent que en consommant ce qui se produit chez nous,
il contribue au développement du pays, il contribue à la baisse du chômage et à la création d'emplois, tout simplement. Vous avez évoqué la baisse du taux de chômage, vous avez évoqué la création d'emplois, mais est-ce que ce métier crée de la richesse aujourd'hui au Mali? Il pourrait créer beaucoup plus de richesse si il y avait une volonté politique un peu plus importante, parce que le métier de tisserand, par exemple, il est en train de mourir tout doucement, malheureusement. Or, il y a des jeunes qui sont là, qui veulent juste apprendre un métier. Pourquoi ne pas les former? Nous avons besoin de tissu. Mais si on n'a pas de tisserand, on n'a pas de tissu. Absolument. Donc, moi, je me dis que ce métier pourrait créer beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'emplois. Et concerner la jeunesse. Absolument. Et concerner la jeunesse. Je sais qu'au niveau de Mali Culture, vous faites beaucoup pour la culture, mais vous vous êtes beaucoup intéressé aussi à l'artisanat. Et pas plus tard que quelques semaines, vous étiez encore au Siama lors d'un défilé organisé justement par Maria Bokoum. Ma question, c'est de savoir quel est votre regard sur ce secteur-là globalement, ce secteur de l'artisanat au Mali. Il y a un dynamisme, on va dire, parce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont... Il y a eu des acteurs pionniers, on va dire. Chris Edou, Mariette Diko et d'autres encore. Et il y a une dynamique qui est insufflée aujourd'hui par la jeunesse malienne, en fait, qui a envie de consommer quelque chose de chez nous. C'est-à-dire cette consommation de proximité, comme disait Maria, qui permet en même temps de créer des emplois et surtout d'avoir confiance en soi et de se dire, ce qu'on aimait chez les autres, nous l'avons chez nous. Nous pouvons faire nos pantalons avec de la cotonnade, et aussi il y a une nouvelle technicité, ce qu'on va appeler l'innovation. Il y a de l'innovation dans ce qui se fait et une vraie volonté des stylistes maliens et des modélistes maliens de valoriser en fait tous nos tissus, donc que ce soit de la cotonnade tissée ou du coton fluide fabriqué en usine. Elle m'a interdit la dernière fois de parler de tenues traditionnelles, mais plutôt de tenue locale. Donc je sais qu'il y a cette volonté-là de faire de la création, et je sais aussi que Maria tente beaucoup de choses. Pas plus tard que la semaine dernière, elle me disait qu'elle est en train de travailler avec de nouvelles teintes. Bon, j'avais dit que c'était bio, mais je ne pense pas que vous vouliez l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour la teinture modernisée à votre niveau? Alors, sachant que la teinture chimique a des effets plutôt nocifs sur la santé, sur l'environnement, donc j'essaye de proposer de la teinture végétale. Alors pour l'instant, on est en phase d'essai. On essaye des épices de chez nous, on essaye des plantes, des fruits, tout ce que nous trouvons, des noyaux de fruits. Et chaque jour, je me rends compte qu'avec même notre Mali-Irénie, on obtient une teinte. Et donc voilà, pour l'instant, on est en phase test. Et d'ici quelques mois, on espère être là pour le présenter au grand public, montrer ce que vous êtes en train de faire. Et vous nous donnez aussi l'occasion de présenter à nos téléspectateurs un reportage qui va parler de teinture, de teinture chimique. J'ai envie de dire malheureusement pour l'instant, le temps que vous développiez cette teinture végétale, nous allons découvrir le travail de deux dames qui sont dans la teinture, qui essayent tant bien que mal, parce qu'une concurrence certaine est en train de s'installer, tant bien que mal de maintenir aussi ce métier qui faisait le Mali. Suivons ce reportage. La teinture malienne est reconnue sur la scène internationale. En Afrique de l'Ouest, elle reste la meilleure. La teinture dans notre pays, au-delà de la réputation internationale, est à la fois un effet de mode et une activité génératrice de revenus pour beaucoup de femmes et d'hommes évoluant dans le domaine. Djelika Kone, teinturière dans l'âme désormais, est devenue aujourd'hui une icône de la teinture. A bɛ san 25 bɔ. An ka gala bɛ taa bassin bɛ taa jamana caman na parce que an ka clients bɛ jamana kɔfɛ k'a daminɛ Europe fan, n bɛ se k'a fɔ Europe fan 14 bɛɛ an ka minɛn bɛ taa yen. Afrique fana a bɛ taa Afrique fan bɛɛ fɛ parce que clients bɛ bɔ yen ka na sanni k'an fɛ dɔw yɛrɛ bɛ commande kɛ k'a sɔrɔ an n'u ma ɲɔgɔn ye u b'an tɔgɔ mɛn ka wariw ci an b'u ka baara kɛ ka envoyer u ma. L'activité de notre Amazon, autrefois une véritable aubaine, fait face à de nombreux défis avec l'avènement des bassins déjà teintés.
Ces basins à couleurs multiples et de brillance particulière ont bousculé la loi du marché. La concurrence est rude, le basin teinté de façon artisanale souffre le martyre du fait d'une déréglementation du marché. An bɛ don min na i ko bi an ka galadonyɔrɔ yɛrɛ la galadora gansan bɛ mɔgɔ 35 bɔ mun ye musomaninw ye olu bɛ mɔgɔ 35 bɔ finigosilaw ne yɛrɛ t'olu dara parce que olu bɛ taa mɔgɔ 80 la kasa o ye finigosilaw ye wa an ka finisirilaw fana olu fana bɛ mɔgɔ 40 bɔ mun b'an ka finisiri kɛ nin wagati in na gezinɛri le kɛlen bɛ ka an y'a gala lasumaya dɔɔni gezinɛri bɔni an fana y'o modèle bɔ ani gezinɛri bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na parce que gezinɛri an b'a don gala de la mais n'an y'a don gala la an y'o kɛ komi polimani donc o bɛ komi gezinɛri o ni gezinɛri bɛɛ même prix. De nombreux artisans ont mis la clé sur les verrous. Si Djelika Koné maintient le cap, sa sœur ne manque pas de souligner les tares du bassin déjà teinté, notamment en termes de qualité et la responsabilité des autorités publiques face à la protection des artisans locaux contre les produits importés. De retour donc sur ce plateau après ce joli reportage des sœurs Koné, je vais me tourner vers Diasakou. Ça va, qu'est-ce qu'elle pense de ce reportage? Ce sont des métiers à féliciter. On en parle très souvent quand on parle d'entrepreneuriat et surtout quand on parle des anciens métiers de l'artisanat. La teinture fait partie des vieux métiers de l'artisanat au Mali. Qu'elle soit chimique, hein, elle est chimique. Maintenant, il y a des discussions en cours et aussi des expérimentations pour trouver des pigments naturels pour pouvoir donner ce que la teinture chimique ancienne donnait. Elle est à féliciter, Madame Koné, parce qu'elle essaie, dans ce reportage, ce que nous voyons, elle essaie de maintenir son activité professionnelle, ce qui est important. Malgré la concurrence des Getzner, comme elle l'a dit. Malgré la concurrence des Getzner. C'est une concurrence rude. Aujourd'hui, en fait, on ne se rend pas compte. Nous-mêmes, on tombe dans le panneau. C'est-à-dire, on se lève, on va acheter du Getzner. C'est bien beau de porter du Getzner. Mais on tue en même temps, je ne veux culpabiliser personne, hein, mais en même temps, quand on consomme, en fait, déjà du basin teint à l'extérieur et qui nous arrive très cher. Totalement cher. Mais c'est bien beau de montrer qu'on a ce pouvoir d'achat, que c'est bien aussi de consommer ça, même si le basin fait partie de nos coutumes depuis, on va dire, près du siècle maintenant, pendant longtemps, près du siècle maintenant, et si ce n'est plus. Donc, en fait, c'est au consommateur aujourd'hui malien de penser à cette réalité existante, qui est cette concurrence qui nous vient d'ailleurs. Ça a de la place si nos métiers vivent, mais ça n'a pas forcément sa place si nos métiers périssent. Et derrière, en fait, l'artisanat, de la teinture, il y a un métier, je ne sais pas quoi, les batteurs de tissus. Je les appelle les tapeurs. Les tapeurs. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est comme ça. Voilà, c'est les tapeurs. Nous les avons vus dans le reportage, il y en avait un certain nombre. Il y a derrière cette chaîne, il y a d'énormes, en fait, bras, donc de métiers qui vivaient, en fait, du métier de teinturière. Madame Koné emploie directement 33 personnes. C'est énorme. Mais derrière ces 33 personnes, on peut imaginer 2 fois 30 en termes de famille et en termes d'impact économique. Donc, ces magasins qui se sont installés avec d'autres enseignes peuvent réfléchir en fait à valoriser ce que nous avons, amener du tissu blanc, comme ce qui se faisait, et éviter de faire de la concurrence directe à nos mamans, à toutes ces familles. Ce sont des dames, en fait, on les connaît, les Kadiawara, ou je ne sais plus, cette dame qui a fait son nom dans la teinture, elle a fait des immeubles dans ça. Il y a des familles qui ont fait des immeubles dans ça. Donc, c'est tout ça qui va s'écrouler si on ne fait pas attention. Je suis moi-même issu d'une famille de teinturiers et de teinturières. J'ai été à l'école avec l'argent de la teinture. Donc je sais de quoi vous êtes en train de parler. Et je vais me tourner vers Maria parce que dans vos propos, je reprends quelque chose de très important, c'est qu'il y a la concurrence qui vient. Il y a cette envie d'innover parce qu'elle le dit dans son reportage. Ils sont en train de faire, ou elles sont en train de faire en sorte de concurrencer, je vais dire seulement, le nouveau produit qui est en train d'arriver. Maintenant, ma question, c'est au niveau du public. Pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers ce qui vient de l'extérieur, qui est déjà teinté? Est-ce que c'est de meilleure qualité que ce que nous faisons? Est-ce que c'est moins cher que ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que le public se tourne vers ce nouveau produit-là? Alors déjà, au Mali, on a ce petit complexe
on aime bien tout ce qui vient d'ailleurs. Et je pense que c'est même pas seulement au Mali, c'est un peu partout pareil. Il y a ça, et il y a aussi la qualité. Parce que quand le tissu vient déjà teinté, il est plus facile à manier. Et donc, par paresse, on préfère aller, c'est un peu plus cher, mettre 10 000 ou 20 000 francs de plus, acheter ce tissu. Celui-là. Et aussi, il y a les artisans en général, les faux rendez-vous, machin. Donc, pour éviter tout ça, on va chercher notre tissu, on le fait coudre et puis on sort. C'est dommage. C'est assez malheureux, mais j'ai cru comprendre dans le reportage que la sœur de Koné donc disait que le produit qui venait de l'extérieur n'était pas finalement d'aussi bonne qualité parce qu'au bout d'un certain temps, c'est des tissus qui vieillissaient plus facilement que ce que nous avons ici. Bon, ça, honnêtement, je ne saurais le dire. Moi en tant que consommatrice, j'ai malheureusement acheté, hein. Mais Effet de mode. Effet de mode. Effet de mode. Je l'ai porté. J'ai fait un complet que j'ai porté qu'une seule fois. J'ai trouvé très lourd. Moi, je ne supporte pas tout ce qui est lourd. Donc, il fait très chaud déjà au Mali. Et j'ai trouvé plus lourd que le bazin riche initial, en fait, qu'on achetait, qui était plus fluide, comme ce que vous portez, qui était plus fluide. Et donc, au niveau de la qualité couleur aussi, j'ai trouvé la couleur un peu plus vive. Je ne fais pas de mauvaise publicité sur les Getzner. J'ai envie de vous encourager à faire la même. Mais en tant que consommatrice, c'est mon ressenti qui est qu'on se trouve devant des tissus très très lourds. Mais bon, oui, en fait, on gagne du temps à aller acheter quelque chose de déjà fait. Donc, à nos teinturières aussi, peut-être aujourd'hui, peut-être de mieux s'organiser, de se mettre ensemble et de créer peut-être des grands magasins où les consommateurs peuvent venir acheter directement. Voilà. Vous me donnez l'occasion donc peut-être de parler des industries. En un mot, le bazin, c'est vrai que nous voulons que l'artisanat malien puisse vivre du bazin, mais l'idéal serait que nous ayons nos propres industries de bazin. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les tissus que nous importons. Tout ce que nous faisons, c'est peut-être la teinture. On a parlé de ces tapeurs ou de ces batteurs ou de ces gens qui repassent en fait le bazin avec un bout de bois. Il y a les attacheurs. Il y a ceux qui font effectivement le modèle, les designs avant même qu'on ne vienne à la teinture. Ouais. Mais en termes d'industrie, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir notre industrie de bazin au Mali? On est reconnu mondialement, elle l'a dit, on exporte le bazin. Mais malheureusement, c'est un produit que nous importons d'abord avant de l'exporter. Comment est-ce qu'on explique cela? Alors moi, je ne me l'explique pas. Nous avons 2 grandes usines au Mali. Nous avons Comatex et Batexi. Absolument. Apparemment, il y a un problème d'approvisionnement déjà à leur niveau. En termes de matières premières. Alors que nous sommes 3e producteur de coton. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Et aussi, il y a un problème, c'est l'industrie textile est très très énergivore. Et donc, ces personnes se contentent en général de faire des tenues scolaires, des pagnes de campagne. Et en lien avec des événements. En lien avec des événements. On a l'habitude de voir. Voilà, et des pagnes pour les écoles, les élèves. C'est ça. Et, malheureusement, je pense qu'ils pourraient faire beaucoup mieux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont Uniwax. Ouais, qui aujourd'hui est... Dont nous raffolons. C'est vrai. On achète Uniwax à un prix quand même... Ça, c'est un peu, voilà. Et pourquoi ne pas faire une usine de wax ou que ces usines qui existent déjà ici proposent autre chose? Absolument. Parce que ce qu'ils proposent actuellement, moi je dis que c'est pour les riches parce que c'est des tenues qu'on peut porter une seule fois. Ça va être une très bonne question pour dire. Les prix. Souvent, le reproche que nous faisons à tous ces artisans, surtout ceux qui sont dans la valorisation du coton, comme Maria, le reproche qui est fait très souvent, c'est le prix. On dit que ce n'est pas accessible au peuple, globalement. Est-ce que vous, je sais que vous consommez ces produits-là, est-ce que c'est le constat que vous faites vous-même? Alors, le prix, je pense qu'il y a un fantasme autour du prix et aussi du rendu qualité-prix. Je m'explique. Quand on fait une tenue chez un couturier qui le fait à l'arrache, on en a pour son prix. C'est-à-dire ce sont souvent des habits qu'on porte une seule fois ou 2 fois, ou à la longue, c'est la fermeture éclair qui est partie, ou l'habit est mal... Donc, au niveau qualité, il y a encore au niveau de la finition. Mal fini. Donc, si on met tout ça bout à bout, je ne pense pas que ça nous revienne aussi moins cher que nous le pensions. Et
pour revenir sur les tissus Comatex, par exemple, fait aujourd'hui du coton, ce qu'on appelle du lin. Le lin malien, je trouve la qualité extraordinaire. Par exemple, on l'a pour 1250 pour l'avoir acheté, ou entre 1250 et 1500. Ouais. Je ne pense pas qu'on trouve un tissu, même sur le marché de Sandaga à Dakar, qu'on trouve des tissus prix qui sont aussi accessibles. Absolument. Donc, il y a, pour ce qui concerne Maria, moi, je m'habille chez elle de temps en temps. C'est côté facile, c'est de la bonne qualité-prix, publicité. et je te le disais. Oui, Absolument. je vous le disais, dans une On de peut nos se discussions. tutoyer, hein, moi, ça ne me dérange absolument dans pas. une de nos discussions, on en parlait et je disais que c'était en fait un fantasme de penser que dès qu'on dit styliste, créateur, c'est forcément cher, mais ce n'est pas plus cher que par rapport au marché européen. Ouais. Déjà, il faut se le dire. J'ai fait 9 à 10 pièces chez Maria il n'y a pas très longtemps. J'en ai eu pour, on va dire, voilà, je ne vais pas dire le prix. On va pas dire le prix. On va pas dire le prix. Mais c'est quand j'ai fait le calcul, bon, après, il y a une certaine proximité qui fait que, mais je peux garantir qu'on peut s'habiller aujourd'hui chez le styliste à moindre coût. Il faut simplement pas se mettre la barrière de se dire, oui, C'est styliste, cher. créateur, c'est cher. Ils sauront s'adapter en fait au portefeuille de chaque clientèle. On peut s'habiller aujourd'hui. La question est au niveau de Maria. Le second reproche qui est fait, c'est de dire que ces tenues-là sont peut-être des tenues d'hier. Est-ce qu'on peut porter des tenues d'hier aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous garantir que vous faites plutôt, vous, des tenues d'aujourd'hui? Alors, moi je pense que le bogolan, c'est un textile qui a beaucoup de caractère, qui est très difficile à porter. Il est très difficile à porter, il existe de façon traditionnelle, Absolument. mais il faut évoluer avec son temps. C'est cela. Et donc nous, ce que nous proposons, la génération de créateurs qui Qui monte. monte en ce moment, chacun essaye de le rendre universel pour que madame tout le monde ou monsieur tout le monde puisse le porter. Absolument. Donc, je pense que les Africaines, les Européennes, les Asiatiques, tout le monde peut porter ce que nous proposons maintenant. Après, bon, c'est une question de goût. Et peut-être une question de promotion aussi. Vous avez fait un travail magnifique avec le chanteur Salif Keïta, qui a, je pense, tourné son dernier clip habillé dans vos tenues. En termes de promotion, est-ce qu'à votre seule échelle, vous pensez que vous pouvez faire changer les mentalités ou quel est le besoin aujourd'hui pour cette promotion-là autour des tenues locales, les tenues maliennes? Bon, comme on dit, l'union fait la force. Totalement. Donc, une seule personne ne peut pas. Moi, j'ai fait ce clip-là, j'étais seule sur ce clip. Mais désormais, j'ai beaucoup de propositions de clips. J'essaye d'amener d'autres créateurs avec moi, que les gens puissent découvrir aussi leur vision Absolument. du Made in Mali. N'hésitez pas à les ramener sur cette émission Made in aussi. Avec grand plaisir. Vous avez un joli mannequin qui peut les porter. Diasako, une dernière question cette fois-ci, parce que toutes les deux, vous êtes des entrepreneurs, on ne l'a pas souligné. Je veux avoir cette vision de la femme qui entreprend aujourd'hui au Mali. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, mais quelles sont pour vous les perspectives? Les perspectives, déjà quand on prend l'entrepreneuriat féminin de manière globale, certaines disent qu'il ne faut pas parler d'entrepreneuriat féminin, mais je pense qu'il faut en parler et assumer le mot. La proportion en Afrique, C'est partagé. c'est partagé, très bien. En Afrique, on est dans une proportion entre 25 et 30% de la part des femmes dans l'entrepreneuriat tout court. Et ce qui change et ce qui constitue en fait une belle opportunité, c'est qu'elles n'ont plus froid aux yeux, c'est-à-dire elles ont envie d'entreprendre, même si c'est à une échelle toute petite, personnelle, donc ce qu'on appelle de l'auto-entrepreneuriat. On commence par soi et ensuite on ouvre les portefeuilles. Et les opportunités sont énormes. Ce sont les mêmes opportunités qui se présentent comme aux hommes qu'aux femmes. Mais voilà, la difficulté va être la difficulté parce que c'est souvent des mondes d'hommes où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, où il y a beaucoup plus de complicité masculine que de sororité, il faut se dire la vérité. Et là, une des grandes opportunités que ça pourrait être pour les femmes, c'est la sororité, c'est-à-dire se donner la main et par secteur d'activité, connaître en fait les intérêts communs et ensuite, partant de ces intérêts communs-là, aller vers des intérêts personnels et savoir qu'on peut être du même corps de métier, se mettre ensemble et que chacun puisse
Mais il y a de la place pour tout le monde. En fait, Et je il pense faut, que tout le monde, aujourd'hui, au vu de toutes les opportunités que l'Afrique a, que le Mali a, avec la chance que nous avons d'avoir plus de la moitié de la population juvénile et près de cette moitié de juvéniles femmes, en soi, on est sur des mines d'or. En fait, il n'y a qu'à gratter et se positionner. On l'espère, on le souhaite en tous les cas. Je vais me tourner vers Maria Bokoum pour une dernière question. La femme entrepreneur que vous êtes, peut-elle aujourd'hui encourager d'autres femmes à entreprendre au Mali? Oui, absolument. Absolument. Moi, je pense qu'il faudrait que les femmes soient un peu plus audacieuses, qu'elles n'aient pas peur d'exprimer ce qu'elles veulent, de faire le travail qu'elles ont envie de faire. Parce qu'au Mali, on dit souvent Tchébara, Moussoubara. Il n'y a pas le Tchébara ou le Moussoubara. Une femme peut tout faire. Donc, moi, j'encourage, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Aussi. Voilà. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre patience. Il faut beaucoup de patience, vous avez dit. Absolument. Merci de votre patience, de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Je vais, avec votre permission, remercier nos invités. Diasako, merci beaucoup d'avoir répondu à la va-vite à notre invitation. Merci beaucoup. Maria, merci beaucoup d'être restée avec nous tout ce temps. Merci. Chers téléspectateurs, donc le Palais de la Culture nous recevait pour cette émission Made in, une émission consacrée à la femme entrepreneur et à l'artisanat. Nous allons tout simplement vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de notre aventure du développement du Mali. Je vous remercie. Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise en sécurité au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70.